voilà ce qu'il en est. Et si vous voulez bien, alors là j'affiche là nos trois futures, nos trois premières intervenantes, et donc cette fois-ci toujours en regard croisé, témoignage, et puis avec finalement sur mon quadrilatère, sur ma quadrature du cercle, l'angle qui les intéresse et qui les concerne plus particulièrement. C'est à vous et à vous la parole. Donc Marie-France, docteur Olléric, présidente de Donner des ailes à la santé, auteure et autrice donc, de ce rapport qui est sorti en novembre sur cette question-là. Peut-être, si vous voulez bien, c'est à vous prendre maintenant le micro. Marie-France, vous voulez bien? Je veux bien. Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? On vous entend super parfait. Eh ben, super. Déjà, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire autour de cette table ronde. Donc, Anne-Marie l'a dit, je suis gynécologue obstétricienne et je m'occupe du pôle femmes-mères-enfants du CHR Masthionville, donc Marie-France Olléric, et je suis également présidente de l'association Donner des ailes à la santé. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas cette association, c'est une association de médecins et de directeurs, des gens qui travaillent sur les terrains et qui ont plusieurs actions. Donc, on essaye de promouvoir l'égalité femmes-hommes à l'hôpital, notamment sur l'accessibilité des postes à responsabilité, et on travaille sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Anne-Marie l'a dit, j'ai intégré une mission interministérielle il y a un peu plus d'1 an sur les violences sexistes et sexuelles en lien avec les positions d'autorité. J'étais la personne qualifiée pour la santé de par ma casquette de Donner des ailes à la santé, et dans les autres membres de la mission, il y avait quelqu'un pour le sport, quelqu'un pour la justice, quelqu'un pour la politique, quelqu'un pour le sport, la politique, la justice, le travail. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir faire un comparatif des différents milieux, de voir un petit peu ce qui peut expliquer l'augmentation des violences sexistes et sexuelles en lien avec les positions d'autorité, et surtout essayer d'établir des recommandations pragmatiques pour un état des lieux et pour essayer de faire bouger les lignes. Je vais essayer, pendant les quelques minutes qui me sont accordées, de vous exposer un petit peu quelques chiffres, parce que je pense qu'il est important pour pouvoir lutter contre ce que nous on a appelé un fléau, et de pouvoir faire un état des lieux chiffré, et ensuite à travers les recommandations de la mission exposer quelques recommandations qui pourraient aider à faire changer les choses. Donner des ailes à la santé publie chaque année un baromètre qu'on fait avec Ipsos. On interroge 500 médecins, des hommes, des femmes, de façon aléatoire, selon l'âge, selon l'exercice, selon la localité, et on arrive à publier des chiffres sur la discrimination genrée et sur les violences sexistes et sexuelles qui sont subies. En fait, force est de constater que le monde de la santé n'échappe pas aux violences sexistes et sexuelles. Alors c'est vrai que je vais peut-être souvent dire VSS, Anne-Marie, parce que ça évitera de dire violences sexistes et sexuelles. Je dirais même que le monde de la santé, il est probablement encore plus touché que certains milieux, de par son rapport au corps, de par finalement l'accès à des vestiaires, au travail de nuit, à la proximité, l'accès au bloc opératoire, et on en a beaucoup parlé de la culture carabine, qui vont entretenir une certaine omerta. Quand on a fait notre mission, on a auditionné plus de 150 personnes, et on a quand même constaté que ces facteurs de risque que j'ai déterminés dans la santé, on les retrouve dans la culture, on les retrouve dans le sport. Vous savez, c'est des saisons en sport, c'est des contrats à durée déterminée dans le milieu de la culture. C'est pareil, des emplois précaires. Si le sportif dénonce quelque chose, il n'est pas sélectionné. Si dans la culture, vous refusez un contrat, ou si vous osez dire quelque chose, vous ne serez pas resélectionné. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans la santé avec, je dirais, des situations précaires que sont les études de santé, quelles qu'elles soient, pas seulement les médecins, mais les directeurs sont en stage,
les internes sont en stage, les étudiants infirmiers sont en stage. C'est quelque chose qu'on retrouve et c'était assez perturbant de voir que finalement les facteurs de risque sont retrouvés dans beaucoup de milieux. Ce qui est certain, c'est que les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes créent un terrain propice aux violences sexistes et sexuelles. Donc, avant toute chose, il faut essayer de rendre plus d'égalité, notamment dans les postes à responsabilité. Et on connaît tous la loi Rixin de 2021. On connaît un petit peu moins celle qui avait été portée par le ministre de la fonction publique Stanislas Guerini en 2023, qui parlait de quotas sur les postes à responsabilité, notamment au niveau du management médical, et c'était une première sur ces postes à responsabilité. Quand on regarde les chiffres du CNG qui sont parus, je crois, en avril 2024, on a seulement un tiers de chefs de service qui sont des femmes et un quart de chefs de pôle qui sont des femmes. Alors à ceux et celles qui vont dire qu'ils sont contre la politique des quotas parce qu'ils ne sont pas toujours applicables en raison d'un vivier qui n'existe pas, la santé, c'est faux puisque 60% des médecins à l'hôpital sont des femmes. Donc le vivier existe, les quotas ne devraient pas être très difficiles à obtenir. Après, quelques mots donc sur l'égalité, quelques chiffres sur les violences sexistes et sexuelles. En 2023, notre baromètre retrouvait près de 80% des femmes qui avaient subi des violences sexistes et sexuelles au cours de leur carrière. Ça reprenait un petit peu les mêmes chiffres, on le fait depuis 2020. Je dirais qu'à peu de choses près, entre 78% et 82%, on était sur des chiffres similaires. On a voulu ajouter une nouvelle notion en 2024, c'était celui de la temporalité, parce qu'on nous avait dit, ok, vous avez des violences sexistes et sexuelles, c'est fréquent dans le monde de la santé, mais c'est souvent au début des études et après, une fois qu'on est en poste, on subit moins de violences sexistes et sexuelles. Et on s'est dit, bah tiens, si on ajoute une notion de temporalité, c'est-à-dire que si on interroge les gens sur les 12 derniers mois, est-ce que vous avez subi des violences sexistes et sexuelles? Et ben, on se rend compte que 39% des femmes répondent qu'elles ont subi des violences sexistes et sexuelles au cours des 12 derniers mois, tout stade confondu de leur cursus. Je dirais que ce chiffre-là, il inquiète presque plus que les 80% au cours de la carrière, en fait. Notre baromètre, il est paru en mai 2024, avril-mai. C'était après le hashtag #MeTooHôpital, mais le questionnaire avait été envoyé en février. On a refait le même questionnaire cette année qui va être envoyé là dans les 15 prochains jours. Donc, on verra si le hashtag #MeTooHôpital a fait changer les choses ou pas. Je dirais que pour pouvoir dénoncer des violences sexistes et sexuelles, il faut comprendre ce que c'est qu'une violence sexiste et sexuelle. Souvent, il y a une banalisation des gestes, une banalisation des propos. Et une des recommandations de notre mission, c'était d'insister sur le côté indispensable de la formation de toute personne en management, notamment management à l'hôpital, mais ça va pour tous les domaines de notre mission, en disant que si on n'est pas formé, en fait, on peut pas déterminer à quoi on est confronté. Et moi, je dirais que au-delà même des personnes en management, il faudrait former tout le monde tout au long de la vie, avec plein de piqûres de rappel, parce que finalement, les jeunes, que ce soit des lycéens, des étudiants en médecine ou des étudiants dans n'importe quel corps, finalement, c'est eux les futurs agresseurs et les futures victimes. Ensuite, il y a tout un pan libération de la parole. Ça fait 7 ans que le premier hashtag #MeToo est sorti. Tout le monde a l'impression qu'il y a une vraie libération de la parole. Je dirais que c'est en demi-teinte. Il y a certes une libération de la parole. Ensuite, on se rend compte dans notre baromètre que la libération de la parole se fait souvent de façon transversale et pas verticale, c'est-à-dire qu'on parle plus facilement à ses collègues qu'à sa hiérarchie. On dit qu'une personne sur 3 agressée, on va en parler à ses collègues. Alors c'est déjà ça, mais que seuls 4% j'allais dire patientes, mais c'est une déformation, des femmes interrogées qui ont subi des violences sexistes et sexuelles en parleront à leur hiérarchie. Donc, et quand on leur demande pourquoi elles en parlent pas, bah, c'est assez facile. Alors, soit elles ont déjà pas compris qu'elles subissaient des violences sexistes et sexuelles, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la formation, soit elles ont compris et elles ont honte, soit elles ont compris et qu'elles aient honte ou pas, elles oseront pas en parler à leur N+1, parce que notamment autour des médecins, il y a une certaine
unité qui existe où finalement le médecin, pour plein de raisons, que ce soit parce qu'il appartient à deux corps, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'on est en manque de médecins, parce qu'en fait il est intouchable, il y a toujours cette omerta autour des violences finalement quand l'agresseur suspecté est un médecin. Je vais vous interrompre, pardon, Marie-France, peut-être pour vous demander de conclure et d'aller vers ce que le sentiment d'évolution que vous avez, et puis après on reprendra avec le débat. Pardon-moi. Non, mais j'avais presque fini. Donc, juste dire que pour que la libération de la parole se fasse, au-delà de la formation, il fallait pouvoir afficher des sanctions, que ces sanctions, bien sûr, elles doivent être pas nominatives, mais si chaque établissement peut chaque année dire, on a chez nous envisagé tant et tant d'enquêtes, elles ont abouti à tant et tant de sanctions. Finalement, ça permettra aux victimes de s'exprimer plus librement et de ne pas se cacher derrière l'habituel. Il y a une procédure judiciaire en cours, on attend. L'employeur doit protéger ses employés et il a le devoir de réaliser des enquêtes internes. Dernier point sur la certification HAS, je dirais que c'est un point qui est important pour les établissements. On peut rendre comme critère impératif la formation aux violences sexistes et sexuelles et la mise en place d'une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un point qui peut être vraiment important et facile à mettre en place pour que les établissements soient motivés pour jouer le jeu. Voilà, j'avais fini, Anne-Marie. Merci Marie-France. Votre dernière partie sur justement ce qui est finalement la visibilité du management et de l'organisation et sa performance de ce côté-là, c'est un point tout à fait important et c'est un point sur lequel, je veux dire, on reviendra peut-être, on capitalisera après avec Sandra Berthazen et avec Luc Brunel sur ces points-là, parce que c'est la question de le management est efficace et visible par ça, il est enseigné comme ça et il est évalué comme ça, c'est une chose importante. Merci et merci de votre on va revenir tout à l'heure. Alors maintenant,